Et moi j'arrive, j'ai encore 2 minutes. Ah bah oui, les infos. Faire un état des lieux, Parce que vous avez trouvé la méthode. Vous êtes un vrai philosophe qui commence à rêver à une vie meilleure. Une très belle journée à tous. Bonne journée Angélique, vos horoscopes sont disponibles sur votre site internet angélique.fr. Alors moi je peux dire. Un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous, vos informations valdoisiennes. Avec tout d'abord des centaines de familles qui risquent de se retrouver à la rue sur le Val d'Oise. C'est l'association Droit au logement qui tire la sonnette d'alarme. 500 places d'hébergement d'urgence en hôtel fermeront dans les prochains jours. Les familles logées par le service intégré d'accueil et d'orientation ont appris au début du mois que leur hébergement d'urgence ne serait pas renouvelé. Ce mercredi, le DAL et d'autres associations ont manifesté devant la préfecture de Nanterre, le département le plus touché par ces fermetures. Nous parlons cette fois-ci de la commune d'Argenteuil avec le projet Héloïse, encore une fois reporté. On ne compte plus le nombre de reports de fermeture de la salle des fêtes Jean Villard à Argenteuil. La salle municipale qui devait fermer en juin pour laisser sa place au chantier du futur pôle de loisirs et de commerce avec multiplex sur l'île Héloïse ne cessera finalement pas ses activités avant un an. Le complexe qui devait voir le jour en 2020 est donc reporté. Si la ville assure que le projet avance, elle n'a pas pour l'instant annoncé la date pour la fin du chantier suite à ces reports. Parlons cette fois-ci de la commune de Gonesse avec des écoles occupées pour défendre la semaine de 4 jours. Les parents reprennent le mouvement après celui initié par les enseignants. À Gonesse, le maintien annoncé des 4 jours et demi à la rentrée ne fait toujours pas l'unanimité. Après une grève des enseignants ce lundi, des parents d'élèves ont occupé plusieurs écoles de la ville ce mercredi pour protester contre cette décision. La maire campe sur ses positions. D'après les manifestants, 6 écoles étaient occupées, seulement 3 selon la mairie. Et pour finir, à Enghien-les-Bains, nous venons de l'apprendre. La 19e édition du Barrière Enghien Jazz Festival, sa programmation vient d'être dévoilée. C'est l'un des rendez-vous incontournables de l'été dans le Val d'Oise. Sa programmation est riche de 25 concerts. Cette 19e édition accueillera notamment Asaf Avidan, auteur, compositeur, interprète israélien, ou encore le célèbre groupe de funk Imagination. Le festival aura lieu du mercredi 4 au dimanche 8 juillet. C'était vos informations valdoisiennes sur IDFM Radio Enghien. Elles seront de retour à midi 10. Très bonne journée. La matinale revient demain de 7h à 9h. Et maintenant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Donc je voulais vous dire, quand le on air est rouge, on est à l'antenne. Quand c'est gris, on est en studio. Voilà. Il n'y a rien à allumer? Non, vous touchez à rien et vous parlez près du micro. Et surtout les femmes, parce qu'on a une plus petite voix, donc que les hommes. Et on est filmé. Et en plus, vous êtes filmés. Là, vous êtes en direct sur Facebook. Bonne émission. Merci. Ce qui fait qu'après, vous pouvez récupérer la vidéo et l'utiliser comme vous voulez. Et vous pouvez récupérer le podcast son aussi. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver au programme du bar de l'économie. Aujourd'hui, nous évoquerons le RGPD, de l'info bien sûr avec Jérôme et un secret de cuisine avec Bruno. Quentin est à la technique. Voilà, alors nous évoquerons le RGPD car le règlement de le RPGD, qu'est-ce que je dis moi ? Règlement de la protection des données est obligatoire depuis longtemps, mais les sanctions s'appliquent depuis le 25 mai. La Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet fondée en 2008, n'a pas perdu de temps puisqu'elle a déjà initié 5 actions collectives contre Facebook, Google, Apple, Amazon et LinkedIn, des GAFAM comme on les appelle, en s'appuyant sur l'article 80 du RGPD et en réunissant l'avis de 12 000 personnes. Socle commun, eh bien le défaut de conformité à ce règlement, tout juste entré en application. L'association a déposé une réclamation. Pourquoi ? Eh bien pour dénoncer le tout ou rien de leurs conditions générales d'utilisation, une stratégie qui serait imposée par Google, Instagram, WhatsApp ou Facebook pour contraindre l'utilisateur d'accepter bon nombre de traitements des données personnelles sans ventilation ni de détails. D'ici un mois au mieux, la CNIL devrait rendre une première décision pour répartir les différentes plaintes entre les autorités de plusieurs États européens. Et la CNIL de l'un de ces États, celui où l'entreprise a le centre de ses activités dans l'Union européenne, sera désignée, entre guillemets, autorité chef de file et chargée de conduire l'instruction et d'animer cette coopération.
Mis à part la plainte dirigée contre Amazon qui partira au Luxembourg, toutes les autres seront probablement réceptionnées par l'autorité irlandaise. Autre association qui a déposé le 25 mai dernier 4 plaintes, c'est None of Your Business contre Android, Instagram, WhatsApp et Facebook, se fondant sur le même argument, exiger un consentement libre. Alors, consentement libre ou consentement explicite, est-ce clair pour tout le monde? Les bonnes pratiques du RPGD pour l'entreprise, comment faire? Pas si sûr que tout le monde comprenne tout. Et pour nos experts du jour, pour nous expliquer tout ceci, eh bien c'est Maître Anne-Laure Galine-Castel, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate d'affaires, ancienne responsable juridique chez Sagem. Vous intervenez entre autres dans les domaines des nouvelles technologies, de la propriété intellectuelle et industrielle. Vous nous expliquerez votre avis sur la question. À vos côtés, Philippe Pailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué à la protection des données à caractère personnel, ingénieur conseil depuis 1997 dans des projets informatiques et vous avez été nommé correspondant informatique et liberté par plusieurs entreprises et associations pour aider les organismes privés ou publics à se mettre en conformité, en particulier en Val d'Oise. Xavier Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous étiez venu nous voir le 12 septembre dernier. Vous êtes président de DPMS Data Privacy Manager System et vous avez fondé l'association l'Union des Data Protection Officers. Vous étiez donc à l'antenne pour cette première émission à laquelle on avait expliqué les bonnes pratiques. Eh bien aujourd'hui on va répéter parce que c'est compliqué pour tout le monde, qu'on soit utilisateur ou entreprise. Et puis en attendant de vous passer la parole, je vous propose un petit intermède musical. Jusque-là, c'était ça. Est-ce que ça va là? Ça va. Jusqu'à bonjour, ça va. Alors, est-ce que vous comprenez qu'il y a déjà des associations qui, si vite... Oui, c'est comme le droit de la consommation, hein. C'est des associations de consommateurs en fait. Faut pas les lâcher, là. Non, faut pas les lâcher, puis il faut marquer le coup, et puis il y a des sanctions. Hein. Je vais vous poser la question parce que je vais repartir là-dessus. Des sanctions exemplaires. Ouais, la difficulté, c'est que pour les sanctionner, il va falloir sanctionner en Europe aussi. Et ben, c'est pour ça que... En droit international, à mon avis, on les aura pas. Sinon. Pour faire exécuter sur place, ça va C'est pour ça que les CNIL des différents pays se réunissent. Je sais pas. Il faut des représentants en France, il y a des certains représentants en France, mais ça Là, va ils être sont- sanctionné au niveau du groupe. Ça, très compliqué. Ça, je peux pas rentrer dans le détail de ça. Les Américains vont poser la question. On va laisser au moins 2 minutes. Vous allez être sanctionné. Parce qu'aujourd'hui, on a le temps. Il n'y a pas de start-up. On n'a qu'un seul sujet. Quelqu'un pour Par contre, à moins le quart, on passera un titre, à 10h moins le quart, pour qu'après Jérôme puisse faire ses infos. Alors Jérôme, il y en a combien d'infos? ça, je peux pas les détails. Jérôme, vous savez quoi? J'ai oublié. Vous aimez, c'est Rag and Bone, son nouveau titre. Vous connaissez? Je l'ai entendu ce matin. Ah, moi j'aime beaucoup Ouais, c'est son nouveau titre. ce jeune artiste. Il y a la voix de Terry Callier. Vous voyez qui est Terry Callier? C'est un chanteur américain qui doit avoir une soixantaine d'années, qui a une voix très profonde. Eric Allier. Terrique. Ah, Terric. J'adore. À écouter absolument. H-A. Terry Callier. Terry, T-E-2-R-Y. Callier. C-A. Je sais plus si c'est un L ou deux L. Je vais regarder. Terry Callier. Génial. Donnez-nous. Ouais, j'aime beaucoup le jazz, moi, donc d'habitude Ah, je vais... moi, c'est j'aime le les jazz, voix ouais. exactement chaudes. Le deep voice. Avant, jusqu'à maintenant, je mettais toujours un jazz pour démarrer. Puis après, je me suis dit, non, quand même, faut que je change un Là, peu. le rythme est bon, hein. On va y aller. Oui, parce que Xavier, il est très bavard. Méfiez-vous. On n'a que des bavards aujourd'hui. Un avocat, c'est bavard d'office. Ouais, franchement, je suis pas contentieux. C'est son choix. Non. C'est bavard. C'était Rag and Bone avec son nouveau titre Arrow, qu'on aime beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui RPGD, règlement de la protection des données.
Je vous ai annoncé en intro déjà les tentatives de la Quadrature du Net qui instruit 5 plaintes auprès des GAFAM. Donc cette association veut nous alerter sur les besoins de donner un consentement explicite, ce que continue de violer, disent-ils, Google, Apple ou Amazon. Et ils disent d'ailleurs, ils nous ont appris que c'est Edward Snowden, le 6 juin 2013, qui a commencé à révéler les pratiques des renseignements américains. La première de ces révélations publiées, c'était sur le programme PRISM, qui impliquait directement ces mêmes entreprises pour pouvoir, bien sûr, informer le gouvernement américain. Donc, il dit que d'ailleurs notre victoire européenne doit probablement beaucoup à Edward Snowden. Alors, est-ce que vous, en tant qu'expert, vous comprenez ces premières initiatives contre ces GAFAM? Alors absolument, le RGPD, donc le règlement général pour la protection des données personnelles, en fait, a pour objectif de rendre aux personnes la maîtrise de leurs données. Et donc tout ça est fondé sur le recueil du consentement. Les entreprises doivent recueillir les consentements, et notamment par un acte positif, c'est-à-dire recueillir un consentement express. Le consentement, il ne doit pas résulter d'une inactivité sur Internet ou d'un silence. Il doit y avoir une case à cocher, par exemple, sur un site Internet où on doit exprimer très explicitement et très librement son consentement. Alors, ce qui vient d'être expliqué, Xavier Leclerc. Je me permets. Le silence, c'est par exemple, on ne peut pas dire aujourd'hui, sans réponse de votre part, le consentement sera réputé acquis. Il faut une action positive. Donc, comme cela vient d'être dit, cocher une case et non pas avoir une case précochée. Vous voyez, voilà, ce qui est un acte positif pour avoir un consentement libre, éclairé et univoque. Alors, et ce qui est important de dire, c'est qu'on peut retirer à tout moment de ce consentement, décocher la case, retirer son consentement pour l'utilisation de ces données, pour la collecte et l'utilisation de ces données. Alors, personnellement, je suis allée sur plusieurs sites pour voir un petit peu comment c'était pour cocher justement ces cases. Alors, personnellement, je suis quand même assez férue d'informatique. Moi, je trouve que c'est très compliqué et très complexe parce qu'il y a des sites qui, tout de suite, vous amènent sur les 4 grands points à décocher, c'est-à-dire il faut dire non finalement. Mais alors, ça, encore à la limite, ça déjà c'est mieux. Mais à côté, il y a des couleurs vert, rouge. On ne sait pas si on décoche quelquefois ou si on l'a vraiment décoché. Si on ne veut pas recevoir par exemple plein de publicités, hein, il y a une phrase qui nous dit en anglais, quelquefois c'est même pas traduit, hein, ça reste toujours en anglais, donc c'est quand même très compliqué je trouve pour l'utilisateur. C'est certainement la raison pour laquelle des actions collectives sont engagées. Ce n'est pas suffisamment explicite, clair. Et d'ailleurs, on rebondit sur un deuxième droit de la personne qui donne ces données personnelles. Son droit, c'est d'être informé de façon extrêmement claire. Donc, on doit en fait l'informer sur la finalité de la collecte des données, sur les caractéristiques, sur les destinataires, sur les transferts éventuels à l'international. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas clairement informé de ces points-là, effectivement, la collecte et le traitement des données est contestable. Philippe Pays. Oui, en plus, le RGPD est très clair là-dessus. Il faut informer les personnes et il faut que ce soit compréhensible et il faut en plus adapter le discours aux personnes auxquelles on s'adresse. Donc si par exemple on veut diffuser des jeux auprès d'enfants, il faut que les explications soient compréhensibles par des enfants. Alors sachant que le consentement peut être donné qu'à partir de 15 ans, mais et si on s'adresse à des personnes âgées, il faut aussi adapter. Si on s'adresse à des consommateurs, et c'est pas la même chose que s'adresser à des professionnels. Et là, c'est très clair dans la loi, on doit adapter les explications pour que le consentement soit explicite et pas, en fait, le texte dit qu'il doit pas être équivoque ou qu'il doit être univoque. Donc finalement, lorsque on nous propose ces 4 cases, c'est pas suffisant, c'est ça que vous venez de nous dire. Oui, surtout pas, par exemple, si on s'adresse à des Français ou des Européens, enfin, il faut que ce soit dans la langue du pays en question. Il ne faut pas que ce soit qu'en anglais, parce que tout le monde n'est pas censé parler l'anglais à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, il y a quelque chose donc dans le RGPD, dans ce règlement que je trouve peut-être, c'est peut-être une faille.
parce qu'il est marqué qu'il autorise toute entreprise à collecter et à utiliser des données personnelles si elle y trouve un intérêt légitime, économique ou structurel, et que la poursuite de cet intérêt ne porte pas une atteinte, alors je cite, disproportionnée aux intérêts des personnes concernées. Alors là, ça justifie finalement toutes les reprises d'infos personnelles. L'intérêt légitime versus le consentement, voilà une belle thématique. L'intérêt légitime va pouvoir être utilisé, je vais vous donner un exemple concret. L'entreprise subit pas mal de fraude vis-à-vis des consommateurs, donc elle va vouloir se protéger, mettre en œuvre un traitement de lutte contre la fraude. Il est clair et évident que pour ce traitement qu'elle va pouvoir légitimer commercialement parlant et financièrement parlant, elle ne va pas demander le consentement au consommateur pour savoir si elle peut mettre en œuvre un traitement pour lutter contre la fraude éventuelle. Voilà un exemple précis où l'intérêt légitime de l'entreprise, du responsable de traitement, comme on l'appelle, va pouvoir être retenu. En revanche, ce n'est pas un intérêt légitime de vouloir envoyer une newsletter, de vouloir envoyer du démarchage commercial. Là, en aucun cas, l'intérêt légitime ne pourrait être mis en avant versus le consentement libre et éclairé de la personne. Alors Philippe Pailly, vous vouliez intervenir également. C'est vrai, par contre, il faut toujours faire une différence entre le commerce entre professionnels, donc ce qu'on appelle le B2B, et le commerce avec le consommateur. Lorsque c'est entre professionnels, par contre, l'intérêt légitime par exemple, de la prospection est toujours reconnu. On estime qu'entre professionnels, il n'y a pas besoin de se demander si on peut se prospecter, ou à partir du moment où on a les coordonnées professionnelles de quelqu'un et qu'on veut lui proposer ses services ou ses produits, là, il n'y aura pas besoin de lui demander son consentement. Là, ça repose sur l'intérêt légitime. En revanche, quand il s'agit de professionnels qui veulent s'adresser à des particuliers, là, effectivement, il y aura besoin du consentement pour les démarcher. Et là, il faut que le consentement soit préalable à la démarche commerciale. Alors, autre peut-être faille ou souci de compréhension, c'est dans ce règlement une question de taille d'entreprise. Il y aurait des entreprises de moins de 250 personnes, si j'ai bien compris, qui ne seraient pas obligées d'avoir un règlement. Est-ce que vous êtes d'accord, Anne Galine? Ça, c'est en fait la taille de l'entreprise. Toute entreprise, tout organisme doit respecter le RGPD. Les administrations, les entreprises, y compris les associations. En fait, le seuil des 250 salariés, c'est pour l'établissement du registre uniquement, c'est-à-dire le registre qui vise à en fait lister, c'est exactement ça, lister les traitements et leurs caractéristiques. Et en fait, les DPO connaissent mieux les registres. Oui, alors, Xavier Leclerc. Merci. Ce fameux registre, alors effectivement, dans l'article 30 du règlement donc, du RGPD, il est indiqué que les entreprises de 250 personnes pourraient être exemptées de la tenue de ce registre. Pour autant, lorsqu'on lit cet article jusqu'au bout, il est indiqué également qu'elles n'en sont pas exemptées, même si elles sont plus petites, si elles traitent des données dites sensibles, si elles font des traitements eux également dits sensibles, comme de segmentation comportementale, devoir de surveillance. Mais il y a une troisième exception qui dit, sauf si elles mettent en œuvre des traitements récurrents. Donc moi j'ai réfléchi sur cette problématique, mais à moins qu'on ne paye ses collaborateurs qu'une fois tous les 4 ans, ce qui est rare dans notre pays, je ne vois pas comment on pourrait être exempté d'une quelconque manière, parce que toute entreprise, sauf les entreprises unipersonnelles, vont avoir des traitements récurrents. Quand bien même on serait exempté, admettons que ça n'existe pas, cette exemption, il est tout à fait recommandé à toute entreprise de mettre en œuvre ce registre, parce que c'est une preuve indiscutable de ce que le règlement appelle son accountability, sa responsabilisation, et par ailleurs, c'est la preuve indiscutable de l'existence de ce traitement, puisqu'il n'y aura plus de formalité déclarative. Et par conséquent, ce registre sera la preuve de l'existence du traitement. Or, on sait qu'il y a une jurisprudence constante sur le fait qu'un traitement non existant n'a pas de valeur au niveau social, par exemple. Alors, est-ce qu'il m'a semblé que certains sites Internet, lorsqu'on donne son consentement, si on ne le donnait pas,
on ne pouvait pas accéder au site en question? Ou en tout cas, à votre avis, est-ce qu'on est obligé de donner son consentement dans un sens oui ou dans un sens non? Ou est-ce qu'on peut ne pas répondre à la question? Philippe Pays. Alors justement, il faut bien comprendre que le consentement, il est nécessaire comme fondement juridique. Alors en fait, dès qu'on veut traiter des données à caractère personnel, il faut un fondement juridique. Et ce que dit la loi, c'est que le fondement juridique, ça peut être le consentement, mais que dans certains cas, le consentement n'est pas non plus nécessaire. Par exemple, si vous avez un contrat avec quelqu'un, il n'y a pas besoin de son consentement. Par exemple, puisqu'on l'a déjà donné, puisqu'on a signé un contrat. Un employeur qui va embaucher quelqu'un, il y a un contrat de travail, il n'aura pas besoin de demander au salarié le consentement pour traiter ses données, puisque lui, il a des... En plus, il y a un autre besoin, c'est l'obligation légale. C'est pareil, l'employeur, il est obligé de faire des déclarations sociales, etc. Donc, il n'a pas besoin de demander le consentement du salarié pour lui dire je vais aller déclarer aux impôts vos revenus, l'URSSAF, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a des cas où effectivement le consentement n'est pas utile. Par contre, quand on n'a pas d'autre fondement juridique que le consentement, à ce moment-là, il est indispensable. C'est ça le principe. Donc si on n'a pas de contrat avec quelqu'un, si on n'a pas d'obligation légale à traiter ces données, si on ne remplit pas une mission de service public comme la police ou la justice, dans ce cas-là, il faut le consentement. Donc ça veut dire... Xavier Leclerc, vous voulez réagir? Il y a deux cas de figure où le consentement va être quand même nécessaire dans l'entreprise. Premier cas de figure, c'est pour ce qui concerne le droit à l'image. On doit obtenir mon consentement pour publier ma photo ou pas sur le site internet de l'entreprise, sur le trombinoscope, etc. Et deuxième cas de figure, pour les entreprises qui sont dotées d'un comité d'entreprise, eh bien, la transmission automatique de mes données que j'ai données à mon employeur à ce comité d'entreprise, il faut un consentement, sinon c'est illégal. Ce qui est généralement jamais fait. Généralement. Ce qui pour l'instant n'est pas fait. La plupart des employeurs se mettent en faute parce qu'ils communiquent en croyant bien faire les données des salariés au comité d'entreprise, parce que le comité d'entreprise est obligatoire, mais en fait, le salarié n'a jamais donné son consentement et en théorie, l'employeur n'est pas censé diffuser à une autre personne, puisque le comité d'entreprise a une personnalité juridique propre. On n'a pas à donner spontanément les informations sans demander au salarié s'il est bien là. Ouais, je dirais que 95% des entreprises sont non conformes sur ce point. Alors, on parle des entreprises, mais quid des associations? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les associations sont considérées comme un organisme? Parce qu'en fait, le RGPD ne parle pas d'entreprise, on parle d'organisme. Donc l'organisme, ça peut être une association, ça peut être une profession libérale, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration. Donc toutes les associations sont aujourd'hui concernées par le RGPD, si évidemment elles traitent des données à caractère personnel. Alors que ce soit une association sportive, à caractère religieux. Donc, alors, continuons sur l'exemple des associations. Donc une association va devoir faire signer à tous ses membres une autorisation, ou Maître Anne-Laure Ganine-Castel? Oui, effectivement. Alors, d'autant plus que pour certaines associations, elles traitent de données sensibles. Donc, il peut y avoir des données, je dirais des opinions politiques, des données médicales, des opinions religieuses. Donc, il faut effectivement faire signer un consentement. Bon, il y a des formulaires qui existent sur ces consentements. Et puis aussi, il faut les informer. Donc, il faudra faire signer un consentement et associer ce consentement à une notice d'information, bien sûr. J'ai eu un exemple sur une association d'anciens élèves et la publication du nom des anciens élèves, etc. Il faut un consentement, il faut renouveler le consentement normalement, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas souhaiter être dans l'annuaire des anciens élèves. Oui, mais quand on parle, alors prenons l'exemple des écoles, des anciens élèves, si ça fait 20 ans que vous publiez cet annuaire, hein, personne n'a jamais contesté d'avoir le nom. Mais c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous êtes non conforme qu'il faut continuer. Hein? Et c'est sûr que c'est une lourdeur administrative absolument inédite pour tous les organismes. C'est énorme. Hein. C'est de la documentation. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour des gens, je reprends vous avez pris un très bon exemple, les anciens élèves d'une école, il y en a qu'on n'arrive même plus à joindre. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, Philippe Pays, vous avez une solution? Moi, je suis DPO de 2 écoles supérieures. Effectivement, jusqu'à maintenant, les écoles ne demandaient pas le consentement des élèves. On considérait que ça faisait normal de faire partie des anciens élèves. Donc maintenant, je leur ai demandé de rajouter dans les contrats, puisqu'au départ, l'élève signe quand même un contrat de formation,
Donc de rajouter une case pour dire est-ce que vous acceptez de faire partie de l'annuaire des anciens élèves et d'être contacté pour des événements quelconques. Donc maintenant, ils vont rajouter ça. Alors, à partir du moment où la personne aura donné son consentement, tant qu'il ne le retirera pas, on n'aura pas besoin de leur demander chaque année, en fait. C'est ça le principe. Voilà, on le donne une fois, on n'a pas besoin de le redonner tous les ans. Et là, ce que j'aurais dit pour les anciens élèves qui sont partis depuis longtemps du cursus de formation, il faudrait quand même éventuellement les recontacter, puisqu'il y a quand même souvent des événements annuels, etc., redemander leur consentement pour savoir s'ils veulent toujours être figurés dans l'annuaire des anciens élèves. Et puis là aussi, ça sera, une fois que ce consentement aura été recueilli, ça sera valable jusqu'au retrait. Ce qu'il faut par contre, c'est que l'école ou l'employeur ou l'association conserve bien ces consentements, ce qui souvent n'était pas le cas, justement. On avait demandé le consentement à quelqu'un, même. Oui. Et puis finalement, on avait fait signer le bulletin d'adhésion, puis après, il est rangé, archivé, et même jeté, même quelquefois. Oui, la traçabilité du consentement va être très importante. Va être très importante. Donc, ce sont des documents à garder, et puis maintenant, il y a des moyens numériques pour que ça prenne moins de place, donc c'est un petit peu plus facile. Je vous propose de faire une petite pause en musique. Je propose à nos experts d'écouter un nouveau titre. C'est parti. Je sais plus qui c'est. C'est pas trop, hein. Ah là là, les deux là. Mais vous êtes là. Dis donc, moi je suis. Faut y aller là. Hein. Ah non, mais il faut s'imposer, mais c'est pas évident. Mais ça fait 20 ans qu'ils bossent dans les données personnelles. J'ai moins d'exemples. Je vous propose, après la pause. C'était pas mal l'exemple. Oui, c'était très bien. C'est très bien. Parce qu'au moins, c'est tellement. Comme ça, mais. C'est bien. Ça parle à tout le monde. Faut m'en donner d'autres, des exemples. Donc, oui, hein, moi en fait, tout à l'heure, vous me disiez les avocats font tous des contrats. Non, c'est pas vrai. Moi, je fais des contrats sur mesure. C'est vraiment mon métier, mon cœur de métier, c'est faire des contrats. Et en fait, les contrats doivent être mis à jour, les conditions générales. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour les entreprises, il faut bien dire que les conditions générales de vente, c'est des contrats entre le responsable du traitement et le sous-traitant. C'est des contrats obligatoires. Il y a une documentation juridique à mettre en œuvre. Alors, vous voulez qu'on parle donc après de la checklist, justement, de ce qu'il faut faire, et puis comme ça, vous intervenez au niveau des contrats. Alors, qui fait la checklist, monsieur? Mais moi, je veux bien faire le point de départ pour une entreprise. D'accord. Et en revanche, la partie contractuelle, sous-traitant, etc. Il faut peut-être qu'on parle de mettre en œuvre les droits des personnes concernées. Tu parles de droit d'accès, droit de rectification, tu vas en parler de ça? La mise en œuvre des droits. C'est la mise en conformité. Ouais, non, toi, c'est mise en œuvre. Non, il y a un point important. Il y a un point important, c'est les sous-traitants. Oui. Parce que ça, c'est nouveau. La co-responsabilité. Oui, mais les sous-traitants, vous pouvez en parler en parlant des contrats. Ça, je l'avais noté de toute manière. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Et moi, je me suis fait ma checklist, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas aussi vous en oublier un, je vais vous le compléter. Par contre, j'aimerais bien que vous nous donniez après l'exemple alors du Val d'Oise. Hein, on finira là-dessus. Bruno, tu veux faire ta chronique dans combien de temps? Quand tu veux. Ok, donc je les refais parler sur les bonnes règles et tu l'as fait après. Tu peux attendre? Sans problème. Ah bah super. Ça m'arrange alors. Parce que c'est un sujet intéressant. Ah, moi, c'est les chiffres de Ah bah oui. vous avez là, c'est mieux au niveau quand même. C'est quand vous voulez, ils sont prêts. Vous y allez? Okay. Et voilà, on y va. C'est quoi ce bordel? Vous vous rendez compte de l'heure qu'il est? Hein? Ok, on y va dans 20 secondes. Sans ta plateforme. Vous avez reconnu Black M sur IDFM. Au bar de l'économie, aujourd'hui, on parle RGPD. On a bien vu dans cette première partie qu'est-ce que c'était que le consentement libre et puis le consentement explicite. Et puis aussi, vous n'êtes pas obligé de donner tout simplement votre consentement sur le site internet à la limite. Justement, l'une des règles, c'est que si un site vous interdit de rentrer sur le site, même si vous n'avez pas répondu à la question, eh bien, c'est interdit. Alors là, carrément, rejoignez l'association La Quadrature du Net. Ils seront très contents de vous compter parmi leurs soutiens. Seconde partie, toujours sur le RGPD, c'est peut-être les bonnes pratiques de comment mettre en place ce règlement. Alors, qui démarre? Xavier Leclerc, hein. Oui, je veux bien essayer. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de faire un état des lieux.
Moi, j'appelle pas ça audit parce que l'audit a une connotation de contrôle, donc je préfère état des lieux ou revue de conformité qui va nous aider à référencer les traitements, établir ce fameux registre, les décrire et en avoir une exhaustivité. En parallèle, vous allez devoir mettre en place un plan d'action. Ça, c'est très très important parce que le 25 mai est derrière nous. Donc ça y est, hein, c'est passé. Oui, parce que j'ai oublié de rappeler que les amendes pouvaient aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc pour les très grands groupes, on voit l'impact. Oui, et donc l'autorité de contrôle, la CNIL en l'occurrence pour la France, elle va être très, elle va considérer d'un bon œil les entreprises qui entament une démarche, donc qui mettent en œuvre un début de plan d'action. Donc toute action positive dans ce cadre va démontrer cette volonté de l'entreprise. Deuxième chose à faire, considérer la désignation d'un délégué à la protection des données. Je crois que M. Païs nous en parlera après, mais donc c'est un deuxième point très très important, me semble-t-il, pour montrer là encore une fois, pour les cas qui ne sont pas obligatoires, parce qu'il y a des cas où la désignation est obligatoire, notamment dans le secteur public. Et puis ensuite de ça, en parallèle toujours, entamer des actions de sensibilisation de vos collaborateurs. Ça, c'est pour la partie, on va dire, urgente. Hein. Et puis ensuite, vous aurez la partie mise en conformité de ces traitements qui ont été identifiés. Et là, il y a toute une série de choses à mettre en place dont mes voisins vont vous parler, je pense. Alors, Philippe Pailly ou Anne-Laure Galine-Castel qui... Eh bien, Anne-Laure. Alors, donc dans l'entreprise, nous devons effectivement déjà informer les personnes de la collecte et du traitement qui est fait de leurs données. Là, par exemple, je vois une caméra de vidéosurveillance avec une étiquette à côté, cet établissement est sous vidéosurveillance. Eh bien, c'est un traitement de données parce qu'on capte l'image des personnes. À ce moment-là, il faut compléter donc cette information par, je dirais, des mentions qui disent effectivement vers qui sont dirigés les destinataires de ces images, pour combien de temps elles sont conservées. Donc toutes ces informations doivent être données. Ça, c'était un exemple de traitement. Mais il y a beaucoup de traitements dans une entreprise, comme par exemple le traitement de la paie, le traitement du recrutement, le traitement des fichiers clients. Donc il y a énormément de traitements. Donc ça, il faut effectivement les cartographier, comme disait tout à l'heure Xavier, et informer de façon très très claire de tout ce qui est fait de ces données personnelles. Ensuite, il y a... oui, donc je voudrais insister sur ce que vous venez de dire, parce qu'en première partie, on a beaucoup parlé des sites Internet, mais donc ça ne concerne pas que les sites Internet. Non. Là, vous nous parlez de tout le reste. Hein. Bien sûr. Les entreprises, en fait, toutes les entreprises, tous les organismes sont concernés, qu'ils vendent en direct ou online, qu'ils soient administration publique, association, mais effectivement, les entreprises aussi en qualité d'employeur. L'employeur, avec le traitement des données personnelles de ses salariés. Et il y a énormément de choses à faire au niveau contractuel, donc par exemple la mise à jour des conditions générales de vente, mettre en place des contrats avec les sous-traitants au sens large, c'est-à-dire par exemple un hébergeur de données ou un expert comptable qui est un sous-traitant de l'entreprise et qui recueille les données personnelles des salariés, par exemple. Il y a des contrats obligatoires à mettre en place avec des obligations à la charge du sous-traitant, ce sous-traitant qui ne peut pas agir en dehors des instructions écrites du responsable de traitement, qui ne peut pas non plus transférer sans autorisation écrite du responsable de traitement. Donc il y a énormément de choses à faire au niveau contractuel. Enfin, l'entreprise, enfin tout organisme doit être conscient qu'il faut mettre en œuvre les droits des personnes concernées, c'est-à-dire moi j'ai un droit d'accès, j'ai un droit de rectification, j'ai un droit à la mise à jour de mes données personnelles, j'ai un droit à l'effacement et j'ai un droit à la portabilité. Et donc il y a des réclamations qui vont tomber et il faut pouvoir les traiter. Il y a des process à mettre en œuvre en interne. Oui, d'autant que je rappelle qu'en tant qu'avocat, vous êtes une spécialiste des contrats puisque vous faites des contrats sur mesure. Donc si une entreprise ou une institution se pose des questions, eh bien qu'elle vous contacte. Hein, Anne-Laure Galine-Castel, et vous êtes installée à Paris, me semble-t-il. Oui, à Paris.
Philippe Pailly, vous vouliez peut-être compléter sur la mise en place de ce fameux règlement pour une institution. Alors, donc, on a cité les 3 premiers points. Faire un état des lieux, nommer un délégué, donc évaluer objectivement le niveau d'exposition du risque de non-conformité. Voilà, la mise en place de contrats spécifiques, 4e point. Que faut-il faire ensuite? Ensuite, finalement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre en place des procédures. Et ça, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans les entreprises. Alors, ça va sur des choses assez simples. Par exemple, moi, j'étais hier dans une entreprise où on avait des salariés. Et quand on regarde dans l'armoire de la personne qui gère les ressources humaines, on s'aperçoit qu'il y a les dossiers de tout personnel, y compris des gens qui sont partis depuis 10 ans, et on a toujours les dossiers qui sont là. Alors que la loi précise qu'à partir du moment où on n'a plus besoin des données, on doit les détruire. Et en l'occurrence, la CNIL considère qu'au bout de 5 ans après le départ d'un salarié, on doit se débarrasser de ces données. Il faut absolument les détruire. Oui, mais on est obligé pour une institution de garder ses feuilles de paye non, pas du tout. à vie. Alors ça, c'est une erreur que font souvent d'ailleurs les chefs d'entreprise. La loi n'impose absolument pas à un employeur de garder les bulletins de paye. En fait, l'employeur doit remettre un bulletin de paye à son salarié. Le Code du travail dit qu'il faut les garder pendant 5 ans. Mais là, c'est plutôt parce que l'inspecteur du travail peut, lui, avoir envie de les consulter. Si l'entreprise est soumise à une comptabilité commerciale, sur une société ou un commerçant, le Code du commerce dit qu'une pièce comptable doit être gardée 10 ans, et que généralement le bulletin de paye est une pièce comptable. Mais à partir du moment où on a rempli toutes ces obligations-là, au bout de 10 ans, on doit se débarrasser du bulletin de paye, parce que le chef d'entreprise, il le garderait en se disant, on ne sait jamais si un salarié vient m'en réclamer, au moins je les aurai. Oui, parce que ceux qui perdent leur justificatif. Non seulement le chef d'entreprise n'a pas tenu de faire ça, mais en plus il se mettrait en défaut à le faire, puisque la loi lui dit il faut se débarrasser des données. Alors là, il y a quand même beaucoup à dire dans les entreprises, qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut garder ça à vie. Oui, il y a quand même une tolérance de la part de l'autorité de contrôle par rapport au bulletin de paye, qu'il ne faut pas confondre avec le dossier du personnel. On va avoir toute une série. Une tolérance. Ce qui vient d'être dit est vrai, il n'y a pas d'obligation de le garder et on devrait les détruire, mais pour la reconstitution des carrières, notamment dans le secteur public, effectivement, ça va être important de pouvoir garder trace des bulletins de paye, mais, comme ça vient d'être dit, ce n'est pas une obligation légale, ça va être une tolérance, mais uniquement pour le bulletin de paye. Oui, voilà. C'est une tolérance qui pose quand même un problème, puisque on a une durée limitée. C'est-à-dire que le principe, c'est que toute donnée à caractère personnel doit forcément avoir une durée de vie limitée, puisqu'on a un droit à l'oubli. Donc effectivement, si on conserve des données, à ce moment-là, il va falloir vraiment que l'employeur fasse très attention, parce que du coup, il est en dehors des délais prévus. Et si jamais ces données venaient à être volées, on trouverait dans un local d'archives un stock de bulletins de paye avec donc les adresses des gens, leur numéro de sécurité sociale, etc. Là, l'employeur pourrait être mis en cause parce qu'on lui dirait mais vous n'avez pas assuré la sécurité de ces documents. Alors que généralement, une fois que c'est archivé, on a tendance à plutôt... Donc on redonne les délais pour les institutions, pour les dossiers des salariés. Donc vous avez dit 10 ans pour la feuille de paye. Alors, et 5 ans si on est soumis à la comptabilité commerciale. Si c'est une association, par exemple, là, il n'y a pas de problème de 10 ans, puisqu'il n'y a pas de comptabilité commerciale. Donc c'est 5 ans. Voilà, le Code du travail dit, à partir du moment où on a des informations concernant des salariés, c'est 5 ans. Mais là aussi, c'est assez subtil. Par exemple, si vous avez dans votre dossier personnel des informations du type « personne à prévenir en cas d'accident », ce qui est assez courant. Ça, normalement, dès que le salarié est parti, on doit l'effacer, parce qu'on n'a pas de raison d'aller prévenir des personnes. Donc ça, on dit, ça, il faut le supprimer tout de suite. Tout ce qui n'est plus utile, on doit le supprimer. Par contre, tout ce qui est lié à l'activité du salarié, ça, on doit le garder 5 ans, et ça, c'est le Code du travail qui l'impose. Et normalement, au-delà, on doit détruire le dossier du salarié. On ne doit surtout pas le conserver. Dans la même optique, lorsqu'on a recruté, quand on a embauché une personne, il y a des documents dont on va avoir besoin pour réaliser cette embauche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc souvent, on va demander la copie de la carte vitale ou une attestation. Et donc, dès que l'embauche est faite, quelques semaines plus tard, les dossiers du personnel, on devrait enlever ce document qui n'a plus aucun intérêt. Je peux vous parier que si on va dans n'importe quel dossier du personnel de n'importe quelle entreprise, vous trouverez toujours la copie de l'attestation de sécurité sociale. Oui, de toute façon, on sait très bien que dans une entreprise, on classe ces documents quand vraiment on n'a rien d'autre à faire. Donc, c'est pas la première chose qu'on fait, c'est sûr. Il y a un point dont je voulais parler, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais qui me paraît aussi important dans la mise en œuvre.
on parle souvent en sécurité, on dit toujours que le risque, il est entre la chaise et le clavier. Vous voyez, en conformité, c'est la même chose. L'être humain reste la personne, on va dire, critique, le collaborateur. Par conséquent, il faut sensibiliser. Ça, c'est un point très très important. Et je voulais évoquer d'ailleurs des PMS avec un partenaire design. Et le soutien d'Opca. Nous allons sortir à la fin du mois là, un serious game, un jeu sérieux pour sensibiliser, permettre de sensibiliser un grand nombre d'acteurs dans les entreprises. Ça sera plus ludique, effectivement. Ça, c'est très intéressant. Merci, Xavier Leclerc. Alors, plusieurs autres points. Ça, on en a déjà parlé. Tenir un registre des traitements. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur la mise en conformité de l'ensemble des contrats avec les sous-traitants. Là, peut-être, Maître Anne-Laure Galine, vous pouvez nous en parler. Alors effectivement, donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le sous-traitant, qui peut être un hébergeur ou un expert comptable, pour donner des exemples, doit avoir un contrat formalisé avec le responsable de traitement, c'est-à-dire celui qui recueille les données personnelles. Le sous-traitant, en fait, c'est celui qui recueille ou traite les données personnelles pour le compte du responsable de traitement. Et en fait, ce contrat doit bien spécifier que le sous-traitant n'agit que sur instruction écrite du responsable de traitement. Instruction écrite, donc évidemment il faut garder la preuve des instructions écrites. Le sous-traitant aussi ne peut pas transférer les données sans l'accord préalable du responsable de traitement. Donc il ne peut pas, je dirais, aller faire héberger lui-même les données sur un cloud dont il n'a pas informé le responsable de traitement et recueilli son accord préalable. Donc ça, c'est vraiment pour maîtriser effectivement les transferts des données, éventuellement à l'international. Et puis, ce sous-traitant, en fait, est responsable de la sécurité des données personnelles. Il a un devoir de conseil. Il a aussi un devoir de respecter la confidentialité des données personnelles. Et il peut être audité pour savoir si la sécurité est mise en œuvre, si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre au sein de son établissement sont respectées. Xavier Leclerc. Oui, j'ajoute un ou deux points par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que ça, ce sont des obligations qui existaient avant le 25 mai. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui évolue. Il y a de nouvelles obligations pour le sous-traitant, notamment ce qui concerne les notifications de violations de données ou de failles de sécurité, puisque le responsable de traitement aura 72 heures pour notifier à l'autorité de contrôle dès qu'il a pris connaissance de cette faille. Par conséquent, son sous-traitant, hébergeur par exemple, si c'est chez lui que la faille a eu l'occurrence, il devra être spécifié dans le contrat qu'il doit notifier sans délai. Il y a un autre point très très important, me semble-t-il, et nouveau avec le règlement cette fois-ci, c'est la notion de co-responsable de traitement. Auparavant, un sous-traitant ne pouvait pas être targué d'être co-responsable et donc n'était pas sanctionnable. Demain, ce contrat devra faire la part des choses entre quelle responsabilité est octroyée au sous-traitant, de façon très explicite, parce que ça aura une conséquence financière sur la sanction entre le responsable de traitement et sous-traitant. Donc ça, c'est une véritable notion nouvelle. Les deux peuvent être sanctionnés, absolument. Donc une amende, c'est ça la sanction. Philippe Pailly. Oui, ce qui est important avec le RGPD, c'est que effectivement le sous-traitant devient responsable. Et en plus, la loi lui donne une obligation de conseil pour ses clients et d'assistance. C'est-à-dire que si demain, on va demander à un chef d'entreprise un accès aux données, donc si on demande un accès aux données, on demande une rectification, si on demande une portabilité, et que finalement, il n'y a que le sous-traitant qui est capable de le faire, ça sera au sous-traitant finalement d'apporter l'aide nécessaire pour que le responsable puisse répondre à cette demande. Alors, et ça, le problème, c'est que dans la plupart des contrats aujourd'hui qu'il y a entre les sous-traitants et les clients, on n'a rien prévu au niveau financier là-dessus. Le travail qui va devoir être fourni par le sous-traitant, normalement, il va falloir le rémunérer. Et comme c'est une obligation légale, moi j'ai déjà entendu des chefs d'entreprise me dire « Ah bah de toute façon, le sous-traitant va être obligé, il sera bien obligé de le faire gratuitement. » Alors là, il y aura certainement devant une série de conflits. Et dans les fameux contrats qu'il faut revoir, il faut aussi revoir non seulement le partage de responsabilités, comme disait Xavier, mais aussi
qui va faire quoi et qui va payer pour ces travaux supplémentaires. Xavier Leclerc. Alors, on va mettre une petite tonalité positive tout de même. Hein. Moi, il me semble qu'il y a un point très très important dans le RGPD qui peut être là pour le coup intéressant pour ces prestataires, ces sous-traitants. C'est le privacy by design. C'est-à-dire... ça, c'est très compliqué, il faut nous expliquer ce que oui, ça veut dire. Alors, privacy by design, ça veut dire la prise en compte donc, de la conformité du règlement européen, enfin de la manipulation des données personnelles, dès la conception d'un projet ou d'un outil, ou d'un service ou d'un produit. Par conséquent, ça peut être un avantage d'être conforme, un avantage concurrentiel, un avantage financier. Dans tous les appels d'offres, vous allez retrouver demain l'obligation d'être conforme au RGPD, donc ça peut permettre de gagner des marchés. Moi, je ne le vois pas depuis des années comme une sanction uniquement. J'avais tendance à dire que privacy is good for business. Ou privacy is business, mais les Américains ont compris ça il y a bien longtemps. Alors, ils respectent pas notre vie privée comme on le voudrait, mais quand ils le font, effectivement, nous on est toujours orientés où il faut le bâton pour nous faire avancer. Je le regrette un peu. Il y a plein de nouveautés dans ce règlement qui permettent d'avancer positivement. Merci beaucoup. Peut-être on peut conclure cette partie très technique quand même par un peu le bilan de vos différentes conférences. Où en sont les chefs d'entreprise? Pourquoi pas en Val d'Oise? Philippe Pailly. Alors, ce qui est drôle, c'est que déjà, les chefs d'entreprise ont pris conscience du problème que depuis le début de l'année, pratiquement, alors que le règlement date quand même de 2016. Il y a eu à un moment donné un effet de panique, c'est-à-dire quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des amendes à la clé, des amendes, etc., tout le monde s'est inquiété. Et là encore aujourd'hui, moi je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent maintenant on a entendu parler du RGPD parce que la presse en a parlé, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et là j'ai encore moi des rendez-vous jusqu'à la fin du mois avec des gens qui me disent on ne sait absolument pas ce qu'il faut faire, donc on attend de vous dire. Il faut dire que c'est un pavé à lire, donc... Bon. Alors nous organisons nous organisons effectivement des réunions à la Chambre de commerce du Val d'Oise qui sont en fait des formations dispensées sur 3 heures pour donner les premiers éléments pratiques aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent effectivement déjà évaluer leurs obligations juridiques, évaluer les traitements qu'ils ont au sein de leur entreprise et commencer à répondre aux premières obligations pour se mettre en conformité. Alors la prochaine réunion de formation, c'est quand ? Alors on vient d'en faire une au mois de mai, début mai, on va les programmer. Elles ne sont pas encore programmées, ce serait pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, donc si vous vous posez encore plein de questions, eh bien contactez la Chambre de commerce, il va y avoir des sessions de formation. Merci à tous les trois. Je vous repasserai la parole pour un petit mot de conclusion, mais on va tout de suite faire une toute petite pause pour ensuite passer aux infos et à notre secret de cuisine du jour. Bien. On a tout dit. Alors là, justement, c'est... Ah bah si, bah tu peux, papa... Non, mais là, vous avez quelques minutes pour réfléchir. À 55, je vous redonne la parole pour un mot de conclusion. Et vous nous dites ce que vous voulez. Mais attention. Et quand vous ferez des grands mouvements, là... Florence, il me faut combien de temps de musique? Je sais pas, pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'il faut qu'ils puissent parler tous les 2 minutes. 30 par là? Oui, 2 minutes, voilà, 2 minutes. On n'a plus rien à dire. 3h30, c'est pour ça. Alors moi j'ai... Vous avez toujours des choses à dire, vous êtes tellement bavards tous les trois. Non mais gardez-vous quelque chose pour la conclusion, ça peut être qu'un seul qui parle. Hein, oui, moi je vais plus parler, moi j'ai conclu. La Chambre de commerce, ils organisent la journée du numérique. Ouais, j'ai oublié. À la fin du mois. Chambre de commerce du Val d'Oise. Oui, Val d'Oise. Il vient de dire c'est Val d'Oise. Qu'on prenne 50 à peu près. Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait une 15 là. Bon, on va pas tarder à reprendre. Okay. Bruno, on fait d'abord un peu d'infos et après je te passe la parole. Attends, on a des bureaux à Paris. Attends, faut que je me minute. Donc combien de temps toi? Moi, c'est très court. Moi. Quoi, 2 minutes? Ouais. Attends, je me minute. Vers 50, 51. 1 minute. Attendez, je calcule. Donc 2 minutes 57, ça fait 55. 55 moins 2, ça fait 53.
Bon, bah c'est bon. Alors attendez, mon papier avec les infos, il est là. À la fin, c'est Philippe qui conclut. Ok, c'est Philippe qui conclut, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez. Ok, c'est bon. Et c'est qui là? C'est qui? Calvin Harris. Ah, c'est Calvin Harris. Ok. Merci. Ça va bien. On y va? Julien? Attends, on y retourne dans 30 secondes. C'est vrai que je voulais ajouter une petite note positive, non? Bah oui, c'est bien parce que là, nous, on est assommés. Hein. On est noyés là. Attention. Essayons d'être. Dépressif avec Non. le RGPD. Voyons Ouais. les choses positivement un petit peu. Absolument. Ok, on y retourne dans 20 secondes. Encore? Ça passe le temps de La fin passer. du morceau, ça sera Bon bah du joli coup, comme ça sera moins d'infos. Je suis désolée, vous me coupez Kiki. Je pense qu'il faudrait que je fasse sur le salon du handicap parce qu'après, Ouais. ce sera Là, on peut y périlleux. aller, là. Et Star Wars. Là. Vous avez reconnu Calvin Harris sur IDFM. Nous sommes toujours au bar de l'économie. Mais tout de suite, place aux infos avec Jérômine. Alors, le salon du handicap, hein, qu'apprend-on? Oui, alors cette semaine, le lundi 28 mai, se tenait le salon du handicap, en effet, au Palais des Congrès de Paris. Donc, quel est le principe? Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap, veut développer une politique inclusive dans l'entreprise. Elle souhaite aussi favoriser l'accès à l'emploi. Le but, faire complètement partie de la société. C'est pas eux qui s'adaptent à la société, mais la société qui doit s'adapter à eux. 3500 personnes environ ont été accueillies pour rencontrer plus de 150 établissements et services d'aide au travail ou des entreprises adaptées. Mais qu'est-ce que c'est? Les entreprises adaptées, aussi appelées EA, permettent à des personnes reconnues travailleurs handicapés d'être salariées dans des conditions adaptées à leurs besoins. Attention, lorsqu'on parle de personnes en situation de handicap, il s'agit d'un spectre large. Donc ça peut concerner un diabète important, une souffrance à un bras, un handicap physique comme une amputation, aussi bien que des personnes atteintes de trisomie ou d'autisme. Pourquoi ce salon? Eh bien, il y a 12 millions de Français en situation de handicap. Quelques règles pour vous. Une entreprise qui emploie plus de 20 salariés doit avoir 6% de ses salariés en situation de handicap, sinon ils payent une amende. Seulement, le recrutement est difficile pour les entreprises. Mais comment peut-on faciliter ce passage, allez-vous me dire? Eh bien, le salon proposait diverses choses. Un espace innovation porté par des écoles, des start-up, des entreprises, etc. Des associations qui veulent améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Un espace numérique pour découvrir des outils innovants et aussi diverses conférences. Donc pour s'y retrouver dans tous ces très nombreux prestataires, vous pouvez vous référer au réseau GESAT et plus d'infos sur salonduhandicap.com. Merci Jérômine. Alors vous avez préparé aussi les chiffres fous de la saga Star Wars. Oui, vous êtes nombreux à en parler. Star Wars est toujours sur les écrans avec Solo A Story War Story, donc sorti ce 23 mai. Cette saga folle n'est pas prête de s'arrêter et c'est peu dire. D'autres films sont prévus jusqu'en 2020 et même après, nous dit-on. Donc rappelons-le, le premier film est arrivé en 1977. À cette époque, Star Wars signe la fin d'une période dédiée au nouvel Hollywood en s'adressant à des enfants ou jeunes publics. Il apporte avec lui une nouveauté, le merchandising, donc c'est-à-dire des produits dérivés comme des figurines, des affiches. Mais combien a rapporté cette saga depuis le lancement en 1977? Combien de figurines ont été vendues? En 2017, la somme générée par la saga depuis ses origines a rapporté plus de 40 milliards de dollars, donc environ 35 millions d'euros. Cette somme prend en compte les chiffres en box-office, le marché des jouets, les jeux vidéo ou encore les DVD. 7 milliards de dollars est le montant des revenus rapportés uniquement pour les films de 1977 à 2017. Il y a eu 50 millions d'entrées en France en tout pendant cette période. Donc c'est un nombre considérable qui pourtant n'est pas la source de revenus principale. La vente des jouets est très conséquente. 12 milliards de jouets a été vendu dans cette période. La saga a reçu pour l'instant 121 prix. Pourtant, Solo A Star Wars Story a mal commencé cette semaine. C'est le plus mauvais démarrage de l'histoire de Star Wars depuis l'épisode 2, l'attaque des clones. En effet, pour le moment, il est à 101 millions avec 4380 salles de projection dans le monde pour 130 à 150 millions prévus normalement. Merci Jérôme. Allez, tout de suite, un secret de cuisine. Bruno, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Ben voilà une recette toute simple, bon marché, qui, une fois de plus, peut étonner, je pense, vos amis sans la moindre difficulté. On va faire une échine de porc aux épices. Vous allez voir comme c'est simple, vous n'allez pas en revenir. Pour cette recette, vous comptez 15 minutes de préparation, 12 heures de marinade et 2 heures de cuisson. Il faut donc bien calculer son coût.
Ce n'est pas un plat qui se fait au dernier moment, mais l'avantage, c'est que ça se prépare à l'avance. On va donc faire une recette pour 6 personnes. Pour la réalisation, vous avez besoin d'1 kg d'échine de porc désossée, mais vous pouvez prendre plus si vous le souhaitez, on en reparlera plus tard. Ça, vous demandez à votre boucher de la désosser, à votre charcutier de la désosser, il s'en chargera sans problème. Sinon, vous changez de charcutier. Il vous faut également une orange, 1 cuillère à soupe de sucre roux, 1 cuillère à soupe de cumin en poudre, 1 cuillère à café de curcuma, 1 pincée de cannelle, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Venez, on entre en cuisine. Vous pressez l'orange et mettez son jus dans un plat creux. Vous ajoutez l'huile d'olive, les épices et le sucre en poudre. Vous salez, vous remuez bien et vous faites mariner l'échine dans ce mélange pendant 12 heures au frais. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas plus simple. N'oubliez pas de retourner la viande plusieurs fois pour qu'elle soit bien parfumée. Passez ce temps. Vous préchauffez le four à 150, soit thermostat 5. Vous égouttez l'échine et vous la ficelez pour former un rôti. Vous la posez dans un plat à four et vous enfournez pour 2 heures en l'arrosant régulièrement avec la marinade. Toujours aussi simple, non? Ensuite, vous laissez reposer la viande une dizaine de minutes dans le four éteint avant de la servir tranchée. Pour accompagner ce plat, vous pouvez faire des légumes sautés, une semoule de couscous. Moi, je l'avais accompagné de pommes de terre cuites à l'eau dans laquelle j'avais mis un peu de curcuma. Vous allez voir, ça donne une belle couleur orangée à vos pommes de terre et c'est bien dans l'ambiance de ce plat, je trouve. Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette recette, vous allez vous régaler. C'est donc simple et bon marché. Et comme je l'ai précisé au début, vous n'hésitez pas à prendre un morceau d'échine un peu gros, car ce rôti se mange aussi froid, avec une salade de crudités. Et là encore, c'est excellent. Bon appétit à tous et à très vite. Merci Bruno, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, nous parlions du RGPD. Le RGPD, ça n'est pas que des sanctions, mais aussi peut-être un atout commercial. Philippe Pays, 1 minute pour conclure. Et puis sinon, on vous retrouve demain pour le nouveau bar de l'économie. Oui, alors pour conclure, il faut dire que demain, nous allons entrer dans le mois du numérique. Et à cette occasion, la Chambre de commerce du Val d'Oise va organiser le 29 juin une journée qui sera intitulée « Comment concilier protection des données et développement de votre activité ». Et c'est dans ce cadre que Anne-Laure et moi-même, on va nous animer l'atelier RGPD où on est dit. Donc on va rappeler la date. Le 29 juin, et c'est toute la journée à la Chambre de commerce. À la Chambre de commerce du Val d'Oise, donc à Cergy-Pontoise. Merci beaucoup Philippe Paille, merci beaucoup Maître Anne-Laure Galine-Castel, et puis merci beaucoup Xavier Leclerc. Je pense qu'on sera amené à en reparler à l'automne de ce fameux règlement pour voir un petit peu peut-être l'état de l'art au bout de 8 mois, parce que c'est quand même assez complexe. Bonne journée à tous. Demain, on vous retrouve pour une émission à moitié économique, à moitié culturelle, avec la ville d'Épinay-sur-Seine qui vient nous parler international et culture, et puis l'association Consulting qui vient nous parler de la réforme professionnelle. Et voilà, c'est très bien.